11 novembre 1918. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre au petit matin. Dans un wagon isolé au cœur de la clairière de Retonde, une délégation allemande signe l'armistice. À 11 heures précises, les clairons sonnent le cessez-le-feu et les cloches des églises retentissent à travers l'Europe. La Première Guerre mondiale s'achève enfin, laissant derrière elle plus de 18 millions de morts. De 1914 à 1918, les puissances européennes et leurs colonies se sont entretuées dans un carnage sans précédent. Parmi tous les sujets liés à cette guerre, une question persiste. Qui est responsable de ce massacre? Si les Austro-Hongrois et surtout les Allemands ont longtemps été désignés comme les seuls coupables, aujourd'hui, avec le recul, nous pouvons nous interroger. Comment la Première Guerre mondiale a-t-elle été possible? Existe-t-il un coupable unique à punir? En 1914, la guerre est aux portes de l'Europe. Pourtant, une partie de la population refuse d'y croire. Pourquoi une telle incrédulité? Remontons un demi-siècle en arrière. La pensée libérale domine la scène politique européenne. Les États ont tissé des liens bancaires et financiers étroits. L'industrialisation bat son plein, accompagnée de progrès techniques fulgurants, d'une croissance économique vigoureuse et d'une hausse générale du niveau de vie. L'émigration vers l'Amérique et la colonisation en Afrique comme en Asie ouvrent de nouveaux marchés intégrés au commerce international, toujours pilotés par les Européens. Les navires à vapeur et les chemins de fer généralisés facilitent les échanges et les investissements à l'étranger, renforçant la dynamique économique globale. Les économies européennes sont interdépendantes. Un conflit les briserait toutes, un suicide financier collectif. Les libéraux ne sont pas seuls à prôner la paix. Les marxistes la défendent ardemment, voyant dans la guerre un outil de la bourgeoisie pour régler ses querelles aux dépens des travailleurs qui en seraient les premières victimes, menant un combat qui ne les concerne pas. Les socialistes s'unissent eux aussi contre le conflit. Ils se réunissent à Bâle, en Suisse, en 1912, puis à Bruxelles, à l'été 1914, juste avant le déclenchement, pour explorer des moyens d'éviter la catastrophe. Mais ces efforts semblent vains. À l'époque, les États manquent d'outils diplomatiques pour résoudre leurs disputes pacifiquement. Certains tentent pourtant de changer cela. Le tsar Nicolas II de Russie convoque en 1899 un sommet international à La Haye, aux Pays-Bas, visant à signer un traité limitant les capacités militaires des grandes puissances et créant un tribunal international pour arbitrer les querelles entre États. La naissance du tribunal de La Haye. Nicolas II dénonce la course à l'armement européenne qui, selon lui, mènera inévitablement à une catastrophe. Mais les Européens y voient un aveu de faiblesse russe. Ils le traitent en substance de fragile, refusant le combat. Ce sommet est un semi-échec. Si le tribunal est créé, il ne traite qu'une douzaine de cas entre 1900 et 1914, sur des sujets marginaux. Cela illustre une réalité cruelle. À l'aube du XXe siècle, les États européens défendent avant tout leurs intérêts propres, sans contrainte morale. Le recours à la guerre reste une option légitime pour résoudre un différend. Si certains cherchent à l'éviter, d'autres, au contraire, la préparent activement. Avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'idée d'un conflit imminent hante l'imaginaire collectif, même si personne n'en mesure encore l'ampleur. L'Europe entière ne perçoit pas le danger uniformément. Rappelons que le continent est en paix relative depuis près de 40 ans, chose exceptionnelle. Des conflits existent bien, comme les guerres des Balkans en 1912 ou la guerre russo-japonaise de 1905 en Asie, mais ils restent localisés et lointains. Si une guerre majeure éclatait en Europe, on l'imagine brève, car les grandes puissances savent qu'un conflit prolongé et coûteux pourrait leur être fatal. L'empire allemand du Kaiser Guillaume II, l'Autriche-Hongrie de François-Joseph Ier et la Russie de Nicolas II craignent des révoltes des minorités qui composent leurs empires, polonais, croates, serbes, bosniaques. Ces empires sont minés par des aspirations démocratiques qui pourraient les déstabiliser en temps de guerre. De leur côté, la France et la Grande-Bretagne veillent sur leurs vastes empires coloniaux. La France en Afrique et en Indochine, la Grande-Bretagne en Amérique, Afrique, Asie et Océanie. Mobiliser les troupes coloniales risque des troubles. Ils gardent en mémoire le sort d'Espagne, qui perdit presque toutes ses colonies quand Napoléon envahit sa métropole en 1808. Les colonies sont d'ailleurs une source majeure de tensions. Presque toutes les puissances en possèdent, mais inégalement, menant à des convoitises. Bien qu'alliés, les Russes et les Britanniques rivalisent en Asie centrale, les Français et Anglais aussi. L'Allemagne, avec ses modestes colonies africaines, jalouse ses rivaux et veut sa part. Elle dispute même à la France le contrôle du Maroc lors des crises de Tanger en 1905 et d'Agadir en 1911, sans entrer en guerre ouverte.
Sur le continent, les tensions couvent. La France, après avoir perdu l'Alsace-Moselle en 1870, rêve de revanche. Les puissances européennes sont en rivalité constante, malgré des liens familiaux entre monarques. Le roi George V d'Angleterre et le Kaiser Guillaume II partagent la même grand-mère, la reine Victoria. George V et le tsar Nicolas II sont cousins par leur mère, se ressemblant comme des jumeaux. Mais ces liens divisent plus qu'ils n'unissent. Dans ce climat, les puissances se préparent à la guerre. Dès 1891, l'Allemagne lance la Weltpolitik, menant en 1900 à un développement exponentiel de sa marine pour concurrencer la flotte britannique à leur première mondiale. Les hommes sont formés au combat. La plupart des futurs belligérants imposent un service militaire de 2 ou 3 ans, suivi d'une période de réserve. En Allemagne, un jeune de 18 ans sert jusqu'à 20 ans, puis reste réserviste jusqu'à 39 ans, avec un pointage annuel. En France, c'est similaire, voire plus intense. Malgré une population inférieure d'un tiers, elle aligne autant de mobilisables que l'Allemagne grâce à la loi des 3 ans de 1913, prolongeant le service à 3 ans. Cela provoque un tollé chez pacifistes et socialistes comme Jean Jaurès, figure de la gauche, qui lutte pour empêcher la guerre. Mais il est assassiné par un nationaliste le 31 juillet 1914 à la terrasse d'un café parisien, juste avant le déclenchement. Partout en Europe, les États exhibent leur puissance, flottes à des tonnages records, armées à des effectifs inédits, canons d'une portée impressionnante. Avec l'émergence d'une artillerie lourde, les stratégies évoluent. Les fortifications paraissent obsolètes face aux obus modernes. On mise sur les canons pour ouvrir la voie à la victoire. Ces théories s'appliquent durant la guerre. À Verdun en 1916, 50 millions d'obus sont tirés en 10 mois. Tout semble préparer une guerre d'ampleur inédite. Pourtant, rares sont ceux, hormis certains intellectuels, qui en mesurent le désastre imminent. Si la guerre semble impensable pour certains, les rivalités poussent à la préparer. Était-elle désirée ? Lorsque l'empire napoléonien s'effondre, les puissances visent à préserver l'équilibre européen pour éviter les conflits majeurs. Au XXe siècle, cette priorité s'estompe. Certains appellent ouvertement à la guerre, y voyant un moyen de régénérer la nation, résoudre les crises sociales, étouffer les revendications ouvrières et éliminer les menaces frontalières. Dans ce contexte, des alliances se forment pour stabiliser la situation. Berlin et Vienne renouvellent leur alliance de 1879. Méfiant envers l'Allemagne, le tsar Alexandre III signe l'entente franco-russe en 1892, consultation sur les questions internationales et pacte secret de défense. En 1902, l'Italie, pourtant alliée à l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, passe un accord secret avec Paris pour rester neutre en cas de guerre. Mettant de côté rivalités historiques et tensions coloniales, France et Royaume-Uni signent l'entente cordiale en 1904, sans obligation militaire, ce que l'Allemagne sous-estime. Russes et Britanniques enterrent leur querelle en Asie centrale et s'allient en 1907. Ainsi naissent la Triple Entente, France, Royaume-Uni, Russie, et la Triple Alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, conçue pour la dissuasion mais augmentant le risque de guerre généralisée. La Triple Entente encercle l'Allemagne, poussant son chef d'état-major, von Moltke, à prôner une attaque préventive. Les puissances s'enferment dans un engrenage menant à l'affrontement. Chaque interaction est empreinte de suspicion. La moindre crise devient une étincelle dans cette poudrière européenne. Le 28 juillet 1914, à Sarajevo, capitale de la Bosnie, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, et sa femme Sophie visitent la ville. Leur convoi est attaqué à la grenade. Ils échappent à un premier attentat. À l'hôtel de ville, ils protestent, puis décident de rendre visite aux blessés. Sur la route, Gavrilo Princip, nationaliste serbe de 19 ans, les abat au revolver. Cet assassinat, perçu comme un fait divers insignifiant dans un coin reculé, déclenche la machine infernale. Pour l'Autriche-Hongrie, c'est l'occasion d'en finir avec les provocations serbes. Le 5 juillet, elle obtient le soutien allemand qui refuse une conférence de paix. Le 23 juillet, Vienne envoie un ultimatum inacceptable à Belgrade. L'Autriche attend 1 mois pour s'assurer du soutien allemand face à une possible intervention russe. Le 28 juillet, suite au refus serbe, l'Autriche déclare la guerre. La Russie, alliée de Serbie, se mobilise, l'Allemagne lui déclare la guerre le 1er août. Le 2, l'Allemagne envahit la Belgique et le Luxembourg neutre. Le 3, elle déclare la guerre à la France. Le 4, face à la violation belge, Londres entre en guerre aux côtés de France, Russie et Serbie. En quelques jours, le conflit devient mondial. Si tout s'accélère à partir de l'assassinat, peut-on désigner un responsable ? Longtemps, les empires centraux sont accusés.
Leur responsabilité est indéniable. Konrad von Holstenhorn, chef d'état-major austrien, pousse à l'invasion serbe avec soutien allemand, conscient des risques. Les centraux déclarent la guerre en premier et lancent les opérations militaires. Mais on ne peut réduire la faute à celui qui frappe le premier. La course à l'armement, tensions géopolitiques et alliances sont des torts partagés. Avant et après le début, chaque belligérant propage sa propagande pour se poser en victime, défendant une cause juste, visant à convaincre population et neutre. Pouvait-on éviter la guerre ou la limiter à Autriche-Serbie? Après un siècle de recherche, c'est complexe. Trop d'éléments s'entremêlent sur des décennies. La manière dont elle éclate tient au hasard et aux erreurs de calcul en été 1914. Les événements s'enchaînent trop vite pour la diplomatie, limitée par les communications de l'époque. Les plans militaires préétablis, comme le Schlieffen allemand de 1905, prévoyant l'invasion belge, pressent les gouvernements à agir. Les mobilisations, même préventives, alimentent les craintes ennemies. Chaque puissance défend son honneur, rendant le recul impossible sans paraître faible. L'Europe bascule dans la guerre, qui dure 4 ans. La Grande Guerre est l'aboutissement destructeur d'un processus du XIXe siècle, où facteurs sociaux, économiques et culturels s'entremêlent. Difficile d'identifier le plus décisif. Pensée comme la der des der, elle amorce le déclin européen. L'Empire ottoman, austro-hongrois et allemand sont de pied, l'Empire russe renversé par les bolcheviks. Seul subsiste l'Empire britannique. Frontières changent, société bouleversée, jeunesse décimée par balles, obus, gaz et maladies. Les traités de paix nourrissent un revanchisme pendant 20 ans, alimentant nationalisme et menant à la Seconde Guerre mondiale. Impossible de comprendre celle-ci sans étudier la première. L'étude de ces causes reste un champ miné. Les premiers historiens cherchaient un coupable. Le temps a nuancé l'approche. Aujourd'hui, on voit le conflit comme résultat de phénomènes sociaux, économiques et culturels exacerbés par maladresse diplomatique de 1914. Des questions persistent. Étaient-elles évitables? Les acteurs en étaient-ils conscients ou emportés par les événements? Des théories existent, mais sans conclusion certaine. Manque d'informations ou surcharge le rendent impossible de trier. Telles sont les limites de l'histoire, certaines vérités resteront toujours voilées.